Donc, premier point que nous allons aborder, c'est d'abord, est-ce que tout le monde a installé GNS3 sur sa machine? D'accord? Second point, est-ce que tout le monde a installé le logiciel Wireshark? D'accord? Troisième point, est-ce que tout le monde a installé le logiciel PuTTY sur sa machine? OK. Bon. Qui sont ceux qui n'ont pas installé ces outils logiciels-là aujourd'hui sur leur machine? Parce que on en aura besoin, quoi. Moi, je vais démarrer déjà le logiciel GNS3 pour que vous voyez concrètement ce qui se passe. Donc, je suis en train de démarrer mon logiciel GNS3. Je rappelle que pour ces séances de TP, ceux qui sont sur Windows, veuillez désactiver vos firewalls avant de démarrer le GNS3, quoi. Et puis, une fois que c'est fait, j'oublie quelque chose. Il faut démarrer GNS3 en tant qu'administrateur. Je vais fermer ça pour démarrer GNS3 en tant qu'administrateur. Que celui qui a son micro activé là, désactive son micro pour ne pas embêter l'audience, quoi. Bon, si vous voyez Oracle VirtualBox démarrer GNS3, c'est parce que j'ai la machine virtuelle de GNS3 qui est installée dans One VirtualBox. Mais pour vos TP, vous n'avez pas encore besoin de ça. D'accord? Donc, lorsqu'on arrivera dans le déroulement des cours à un niveau où vous avez besoin de la machine virtuelle de GNS3, on va on va faire une réunion sur Zoom pour que vous puissiez, faire les TP avec la machine virtuelle de GNS3. D'accord?
J'attends toujours de ce côté que ma machine GNS3 démarre. Je rappelle que vous devez tout faire pour avoir un minimum de RAM sur vos machines. La machine sur laquelle je tourne actuellement a 16 Go de RAM. OK? Donc, pour le moment, quand vous démarrez GNS3, automatiquement, vous avez une fenêtre projet qui s'affiche. Donc, vous pouvez fermer cette fenêtre projet et on va aller d'abord configurer des paramètres de base de GNS3. D'accord? Donc, pour configurer des paramètres de base de GNS3, on va d'abord dans le menu Edit, OK? Et on va dans le sous-menu Préférences. D'accord? Une fois que vous êtes dans le sous-menu Préférences, vous attendez que tout se charge correctement. Et je prierai tout le monde d'avoir un stylo et puis de quoi noter à côté pour pouvoir garder ces informations-là quelque part. OK? Donc, dans le menu général, je demanderai à tous ceux qui ont installé GNS3 d'aller dans le menu général. OK? Dans le menu général, ici, vous avez différents dossiers. OK? Et dans différents dossiers, on a mis local path. OK? Et c'est des chemins locaux pour accéder à ces dossiers. Donc, par défaut, quand vous installez GNS3, vous avez un dossier qui s'appelle My Projects. D'accord? My Projects qui va normalement sauvegarder tout ce que vous aurez à faire comme projet réseau. Comme ça, si vous voulez revenir sur le même projet demain ou bien après des jours, vous pouvez toujours accéder à ce dossier et dupliquer sur le fichier. Donc, par défaut, le chemin absolu vers vos projets GNS3, c'est dans le dossier c:/user/LLD. Bon, LLD, c'est en fait le nom de ma machine. OK? C'est un instant, hein. Je ne sais pas ce qui est apparu sur mon écran là. Bon, je vais réduire ça. Je pense que j'ai dû appuyer sur un raccourci clavier qui a écrit directement sur mon truc, quoi. Je vais faire clear. Eraser. OK. D'accord. Donc, je disais tout à l'heure que nous devons retourner dans le menu Edit. Et une fois dans Edit, on est dans le menu général. Et ici, dans ce chemin absolu, vous avez la racine de votre disque C /users. euh, je crois qu'il y a quelqu'un qui voudrait faire une intervention. Oui, je vous écoute. Celui qui a levé la main, là, je vous écoute. Un instant, je vais. Il faut démuter votre réseau, votre microphone pour qu'on puisse vous entendre. Maintenant, c'est bon, vous pouvez parler. Je vous écoute. Tu ne retrouves pas quoi? Ah bon? Est-ce que vous voyez quand même mon écran avec le GNS3? Non, le menu Edit, c'est ça ici. À côté de fichier, là, vous avez Edit.
Au niveau de file, vous avez Edit ici. Oui, mais moi, je ne l'ai pas. C'est un peu différent. Quel GNS3 est-ce que vous avez installé? C'est quelle version? Vous êtes sur Linux ou bien sur Windows? C'est Linux. Sur Linux. Oui. Je, je pense que vous avez l'ancienne version, ça. Est-ce que tu peux partager ton écran pour qu'on puisse voir ensemble? Bon, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Tu vas voir dans ton menu en bas, là où tu as installé ton Zoom, là. Il faut voir, il y a quelque part Share Screen. Ou Mais je bien, suis il faut faire, téléphone. tu es sur un téléphone. Oui, oui. Et bon, j'ai installé ça sur le PC. Bon, l'essentiel, c'est de nous suivre dans la logique. Si tu es sûr que tu n'as pas le menu Edit, Oui. bon, est-ce que quand tu rentres dans Fichier, la file, est-ce que tu as le menu Préférences là-bas? Non, non. Envoie-nous une capture d'écran de la fenêtre de ton GNS3. Ok, d'accord. Envoie-nous une capture d'écran. Bon, pendant ce temps, nous, on va continuer, hein. Moi, j'ai demandé à ce que vous installez la nouvelle version de GNS3. C'est ce que j'ai demandé aujourd'hui. Donc, si vous ne respectez pas les conditions, je ne sais pas comment vous allez nous suivre. L'essentiel, c'est quand même de m'envoyer une capture d'écran. Je vous dirai là où on est. Ou bien vous faites seulement le GNS3 si vous l'avez réellement installé. Vous faites juste le raccourci clavier, CTRL SHIFT et puis la touche P pour pouvoir afficher le menu préférence. Ah, oui, c'est affiché. C'est affiché. OK, donc ici, normalement, vous allez dans Général, il y a la partie My Projects qui donne en fait le chemin absolu vers le dossier dans lequel vos projets sont enregistrés. D'accord? Et donc, ce qui va se passer, c'est que euh, ceux qui sont sur Windows, vous avez C/users et puis ici, au lieu d'avoir le LLED là, moi c'est le nom de ma machine, vous aurez votre propre nom là-bas. En plus, vous aurez backslash et puis vous aurez project. D'accord? Maintenant, si ce dossier ne vous convient pas, vous-même, vous avez la possibilité de créer un autre dossier en cliquant sur le bouton naviguer ici. D'accord? Mais là, quand vous rentrez dans mon GNS3 dossier project, regardez tous les projets que j'ai eu à faire avec GNS3 il y a quelques jours, bien quelques mois. Donc, tout est là-bas. Je peux toujours ouvrir, hein. Je peux prendre, par exemple, j'ai un TP ici. Je vais prendre, par exemple, un TP hasard ici. Bon, je n'ai rien enregistré là-bas, donc vous pouvez rien voir. OK. Donc, le dossier project, il est là. S'il ne vous convient pas, vous pouvez créer votre dossier projet quelque part. L'essentiel, c'est d'avoir le dossier projet quelque part dans lequel vous devez enregistrer vos projets GNS3. Maintenant, après, ici, nous avons My Symbols. En fait, dans My Symbols, c'est un dossier qui contient les symboles des équipements réseau que vous aurez à ajouter dans GNS3 pour construire vos topologies. D'accord? Maintenant, après, il y a le chemin vers le dossier MyConfigs, hein? Et dans le dossier configs, vous avez GNS3 qui va sauvegarder tous les fichiers texte qui vont contenir les configurations que vous aurez à faire à la ligne de commande. D'accord? Et puis, au niveau de ce point, vous avez My Custom Appliances. En fait, GNS3 a la possibilité de vous permettre d'insérer euh, des appliances, c'est-à-dire des équipements virtuels qui sont autres que les équipements Cisco que nous utilisons d'habitude. OK? Donc, pour ce côté, c'est bon. Maintenant, au niveau de interface style, OK, vous avez la possibilité de changer l'apparence de votre environnement graphique GNS3. Donc, pour moi, j'ai mis ça sur classique. Vous pouvez choisir, par exemple, Carqual. Si vous changez en Carqual et que vous faites Apply ici, vous allez remarquer que
l'interface graphique de votre GNS3 va changer en cette couleur qui est le carquois, d'accord? Maintenant, vous avez la possibilité aussi que votre GNS3 prenne l'apparence de l'ancienne version de GNS3, qui est la version 0.8.7. Donc, pour pouvoir faire ça, il faut juste prendre l'interface style de Legacy. Legacy, c'est-à-dire c'est l'ancienne version, et vous faites Apply, et vous allez remarquer que, bon, ça c'est l'ancienne apparence de GNS3. D'accord? Donc, moi, je vais revenir sur l'interface en mode classique. Carquois, moi, je ne l'aime pas trop parce que quand c'est foncé, bon, ça me dérange un peu après. OK, bon, je vais revenir toujours dans Préférences. Maintenant, ici, vous avez Symbol Theme for New Template. Donc, ici, par exemple, c'est des symboles qui vous permettent de faire quoi? De pouvoir bien concevoir vos nœuds réseau, etc., etc. Donc, vos nœuds réseau peuvent avoir des couleurs bleues, gris et puis rouge. D'accord? Donc, moi, je laisse ça dans classique pour que je puisse avoir moi-même l'opportunité de pouvoir modifier ces symboles après. Donc, au niveau de binary image, OK, vous n'en avez pas besoin pour le moment. OK? Euh, S'il y en a besoin, ça veut dire que vous aurez à ajouter des images, des équipements Cisco là-bas. Maintenant, au niveau de console application, ça c'est très important. C'est pour ça que je vous demande, je vous ai demandé d'installer d'abord Putty, MT Putty, etc. avant d'installer GNS3. Parce que si vous installez Putty avant d'installer GNS3, alors là, qu'est-ce qui va se passer? Vous devez avoir cette commande-là qui est ici. Est-ce que tout le monde a installé Putty sur sa machine? Ceux qui n'ont pas installé Putty, là, installez Putty sur votre machine parce qu'on en a besoin actuellement. Vous êtes obligé de fermer l'instance de GNS3 et d'installer Putty, quoi. Est-ce que les femmes sont quand même présentes sur la séance? OK. Il n'y a qu'une seule femme parmi nous. Les autres sont où? Oui, Bon, est-ce que tout le monde a installé Putty maintenant? oui.
Est-ce que tout le monde a installé Putty maintenant? C'est bon? Est-ce qu'on peut avancer? OK. Donc, si vous avez installé Putty, vous êtes obligé de redémarrer votre GNS3. Et une fois que votre GNS3 a démarré, vous allez voir, vous revenez dans le menu préférences avec le raccourci clavier. Vous revenez dans le menu général euh, ici, d'accord? Donc, quand vous redémarrez votre GNS3, vous allez dans le menu Edit et vous revenez dans Préférences, d'accord? Une fois dans Préférences, vous attendez que cette barre de chargement soit bien terminée et puis après, vous passez dans l'onglet Console Applications, OK? Maintenant, une fois dans Console Applications, si c'est que votre logiciel Putty est bien installé, alors là, vous devez avoir dans cette zone cette commande-là qui est là. En fait, euh, je vais vous expliquer ce que veut dire cette commande. D'accord? Je vais rapidement euh, afficher mon truc là. D'accord? Je vais refaire un nouveau. OK. Donc, on va rapidement commenter la commande que nous avons ici, quoi. D'accord? On va rapidement commenter cette commande-là. Je vais un peu changer les propriétés de mon truc. Et bon, ça, c'est un peu trop gros. Un instant. OK. Donc, j'ai dans ma fenêtre, là, au niveau de Console Application Commands, j'ai ceci. On a écrit dedans outil standalone. Et après, on a fait .exe. Ça veut dire que quoi? L'application qui va vous permettre après, lorsque vous jouez des équipements Cisco sur votre interface GNS3, l'application qui vous permettra d'accéder à distance à leur interface de configuration, c'est Putty et en version standalone. Maintenant, à côté de Putty, vous avez remarqué qu'il y a tiret et puis on a mis, un instant, hein, je vais mettre ça en une autre couleur pour que les gens voient ce qu'il y a comme différence. Donc, on a mis à côté euh, tiret telnet. Tiret telnet parce que quoi, en fait, c'est le protocole qui va être utilisé par le programme Putty pour accéder à distance à un routeur. D'accord? Donc, c'est le protocole Telnet qui sera utilisé pour pouvoir faire cet accès à distance. OK? Donc, après maintenant, nous avons pourcentage H pour dire en fait que cette commande sera exécutée sur la machine locale ou bien le localhost. D'accord? OK? Donc, les autres commandes, je ne vais pas rentrer dans les détails pour vous embrouiller. Sachez juste que cette ligne de commande-là permet à votre programme Putty de pouvoir accéder à l'interface de configuration de vos routeurs Cisco qui seront dans GNS3. D'accord? Donc, maintenant, ici, vous avez quoi? Dans la partie miscellaneous, miscellaneous, ça veut dire en français divers. D'accord? Et le texte ici veut dire quoi? Delay between each console launch when consoling to all devices. Ça veut dire quoi? Si sur ma topologie réseau ici, j'ai plusieurs réseaux qui sont là, le temps que j'ai pour pouvoir accéder ou bien pour pouvoir quitter la console d'un équipement à un autre, c'est 500 millisecondes. OK? Donc, la partie VNC, en fait, ne vous concerne pas pour le moment. VNC, en fait, c'est un programme client qui est là, qui permet aussi de faire un accès distant. Les menus Spice et puis Spice, pour le moment, on n'a pas besoin de ça. D'accord? C'est utilisé lorsque vous voulez faire une visualisation à distance de ce qui se passe sur votre topologie.
OK? Maintenant, au niveau de Topology View, c'est très important parce que Topology View vous permet de faire quoi? Je vais plutôt faire des annotations dans ce cas. Topology View vous permet en fait de faire quoi? De configurer cette zone ici, quoi. La zone dans laquelle vous allez faire votre topologie. D'accord? Et là, OK. Donc, Topology View vous permet en fait de définir la taille ou bien la résolution de cette zone dans laquelle vous allez dessiner vos architectures. Donc, actuellement ici, cette zone-là, en termes de longueur, ça fait 2000 pixels et puis en termes de hauteur, ça fait 1000 pixels. D'accord? Maintenant, ici, Default Node Grid Size. Grid, en fait, ça veut dire une grille ou bien un quadrillage en anglais. OK? Maintenant, s'il y a la possibilité d'afficher le quadrillage à chaque fois que vous voulez créer un nouveau projet, OK? Donc, on a la possibilité d'afficher le quadrillage. Quand on va commencer à exécuter un projet, je vais vous montrer comment on peut faire afficher le quadrillage pour pouvoir bien faire vos annotations. D'accord? Donc, les dimensions du quadrillage sont spécifiées par ces valeurs. Si c'est un quadrillage, c'est un petit carreau. Donc, en longueur, ça fait 75 et puis en hauteur, ça fait 25. D'accord? Maintenant, ici, on dit draw a rectangle when an item is selected. Dessiner un rectangle à chaque fois que vous cliquez sur l'icône d'un symbole réseau pour pouvoir le déplacer ou bien pour le supprimer. D'accord? C'est bien de cocher pour que vous sachiez concrètement ce que vous êtes en train de supprimer ou bien de déplacer. Draw link status point. C'est une fonction, lorsqu'elle est cochée, permet de mettre un point sur les liaisons entre les équipements pour vous montrer si l'équipement est actif ou non. D'accord? Maintenant, ici, Show Interface Labels on New Project. Si vous cochez cette option, à chaque fois que vous allez créer une liaison entre des équipements, le nom des interfaces de chaque équipement va s'afficher sur le projet. D'accord? Show Grids on New Project. Vous allez voir normalement que si cette option n'est pas cochée, chaque fois que je crée un nouveau projet, c'est sur une page vierge comme ça et il n'y a pas de quadrillage derrière. OK? Bon, Snap to Grid on the New Project, ça veut dire en fait coller tout le temps un nouvel objet sur le grillage lorsque vous êtes en train d'ouvrir un nouveau projet. Limit the size of node symbols. Donc, limiter la taille des symboles. D'accord. OK. Donc, ici, par exemple, c'est Default Label Style. Ici, vous avez la possibilité de sélectionner la police avec laquelle le nom des interfaces sur votre topologie réseau sera affichée. Donc, vous avez la possibilité de personnaliser, même de mettre, de spécifier la taille de la police pour pouvoir faire des annotations sur votre interface. D'accord? OK. Maintenant, vous avez la possibilité aussi de sélectionner la couleur avec laquelle GNS3 va afficher les annotations. D'accord? OK. Bon, il y a tout à l'heure, il y a un participant qui dit actuellement qu'il a cette commande-là. Just a minute. Je vais copier ceci comme commande et puis on va commenter. OK. Instant. Donc, actuellement, il y a un participant qui dit que à la commande de son outil, voici ce que lui il a. OK. Il ne faut pas vous inquiéter. Si vous avez ceci, ça veut dire que l'application qui vous permet d'accéder à distance à votre équipement réseau, ce n'est plus Putty tout court, mais c'est en fait Solar Putty. D'accord? Et Solar Putty va utiliser lui aussi le protocole Telnet. D'accord? Il va s'identifier avec le nom de votre machine, avec un numéro de port. D'accord? C'est tout. Il ne faut pas vous inquiéter. C'est parce que vous avez installé Solar Putty que vous voyez ça là-bas. D'accord? J'espère bien qu'avant l'installation de Solar Putty, vous avez installé Putty parce que Solar Putty ne peut pas fonctionner si vous n'avez pas installé Putty. OK?
Maintenant, dans la partie serveur, chez vous, Enable Local Server doit être coché. D'accord? Enable Local Server doit être coché. Et votre serveur local, c'est l'application GNS3 que vous avez installée. D'accord? Et ce local server, en fait, est joignable à partir de C program files GNS3 GNS3.exe. D'accord? Donc, maintenant, ce qui va se passer, j'aimerais que ceux qui sont sous Linux, qui ont déjà installé cette version de GNS3, puissent nous partager à travers leur message le chemin absolu vers leur serveur. Donc, j'aimerais que ceux qui sont sous Linux partagent leur commande à travers les messages pour qu'on commente ça ensemble. Ceux qui disent que leur version est différente là, vous êtes sur quel système d'exploitation? Vous êtes sur quel système d'exploitation? Vous pouvez répondre par audio aussi, hein. Je vous ai donné la main pour pouvoir activer votre audio à tour de rôle, quoi. Et en plus, moi, je vous ai dit de faire quoi? De suivre des étapes bien définies euh, pour pouvoir bien installer la nouvelle génération de GNS3 sur votre machine Linux. Pour pouvoir faire ça, vous devez aller sur le site gns3.com. C'est pas, on va pas, moi je vais vous donner juste des instructions, hein. Vous devez aller sur le site gns3.com. Ensuite, vous inscrire sur le site gns3.com. Sinon, si vous n'êtes pas inscrit, vous pouvez rentrer dans la partie documentation.
OK. Et puis, dans Documentation, vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir installer votre GNS3. D'accord? Donc, installation, vous allez dans le menu installation et puis vous allez dans la partie Linux pour pouvoir suivre les commandes que vous devez exécuter pour pouvoir installer la nouvelle version de GNS3 sur votre machine. Donc, si vous êtes sur une distribution Ubuntu, il faut suivre cette partie-là. D'accord? Il faut suivre cette partie. Il faut suivre cette partie. Et une fois que vous avez effectué, au lieu de les saisir une à une, il suffit juste de copier ces commandes et puis de les coller dans votre terminal pour pouvoir appuyer sur Entrée et l'installation est bonne. D'accord? Donc, la partie Ubuntu Linux s'arrête jusqu'ici. Il ne faut pas prendre pour des biens. D'accord? C'est vrai que Ubuntu dépend de Debian, mais les commandes ne sont pas tout le temps les mêmes. Et puis, les dépôts de logiciels aussi ne sont pas tout le temps les mêmes. Donc, on va continuer avec ici, OK? Donc, au niveau de Server Path, je voudrais voir ceux qui ont la même version. J'utilise actuellement quelle version de GNS3? Pour pouvoir voir la version de GNS3, vous allez dans Help ici et puis vous faites About. Donc, j'utilise la version 2.2.17. D'accord? 2.2.17. Donc, je reviens dans le menu Préférences et au niveau de Server, de ce côté, vous devez avoir cette case qui est cochée Enable Local Server. D'accord? Parce qu'après, pour des TP avancés, vous avez remarqué qu'on a besoin de la machine virtuelle de GNS3 que nous allons installer avec VirtualBox ou bien VMware Workstation. OK? Donc, ici, c'est la partie vers un sous-module qu'on aura à voir après dans des TP avancés qu'on appelle UBridge, OK, qui permettra à GNS3 de faire un pont entre votre machine physique et puis d'autres réseaux. D'accord? Et puis, qu'est-ce qui se passe? J'ai un signal pour dire que ma connexion Internet est un peu instable. Okay. Donc, ici, au niveau de host binding, ça veut dire quoi? Si vous avez un serveur GNS3 en local, sur quelle machine est-ce que ce serveur GNS3 local est en train de tourner? Est-ce que c'est sur un PC physique distant ou bien c'est sur la machine, le laptop sur lequel vous êtes en train de faire le travail actuellement? Donc, host binding, ça veut dire qu'en fait quoi? Vous voulez lier le serveur GNS3 à un serveur donné. Donc, le host, la machine à laquelle vous voulez lier votre serveur local GNS3 est votre machine elle-même. C'est pour ça qu'au niveau de host binding, on a quoi? Localhost ici. D'accord? Et maintenant, le localhost, ça veut dire que quoi? C'est un serveur qui est là. Et maintenant, ce serveur doit être en écoute. C'est-à-dire, il doit s'attendre à ce que des communications viennent sur un port donné. D'accord? Et ce numéro de port, c'est le port 3080 et le protocole utilisé à la couche transport pour pouvoir faire cette communication, c'est le protocole TCP. D'accord? OK. Il y a la possibilité aussi de protéger ce serveur avec un mot de passe, c'est ce qui est recommandé. OK. Allow console connections to any local IP addresses. Ça veut dire que quoi? Si je coche cette option, je permettrai l'accès console ou bien ligne de commande vers toute adresse IP. Cette option est décochée par défaut, ne touchez à rien. OK? Maintenant, regardez cette partie-là. Console port range. Ça varie, les console port range varient de 5900 à 6000 dans un environnement partagé avec VNC. D'accord? Et puis, UDP Tunneling Port Range, ces numéros de port varient entre 10 000 et puis 20 000. Je vais vous expliquer tous ces paramètres-là, en fait, ce qui se passe. Et si vous voulez mieux comprendre comment ces paramètres fonctionnent, je vous renvoie à ma chaîne YouTube où j'ai fait des vidéos pour montrer comment GNS3 fait pour dialoguer avec la machine. D'accord? Maintenant, il y a la possibilité aussi d'installer le serveur GNS3 sur une machine distante.
C'est là que nous sommes concernés par la partie Remote Servers. OK? Donc, vous pouvez, si vous avez une machine, dans le cadre d'une grande université ou bien du cas de ESIC, par exemple, je peux dire que nous allons faire quoi? Nous allons installer un serveur puissant qui peut peut-être prendre jusqu'à, je sais pas, 100 étudiants, 200 étudiants pour pouvoir faire leur simulation réseau. Et pour un tel serveur, nous avons besoin, par exemple, de 24 ou bien peut-être 64 gigas de RAM, ou bien même, pourquoi pas, 120, 192 gigas, ou bien même, pas, même 1 Tera de RAM, parce qu'on a des serveurs qui ont jusqu'à 1 Terabit, 1 terabyte de capacité de mémoire RAM. Donc, ici, nous ne sommes pas concernés par les remote servers, donc on ne va rien configurer là-bas. D'accord. On va venir dans la partie JNS3 VM. VM, ça veut dire Virtual Machine, OK? Pour dire machine virtuelle en anglais. De mon côté, c'est activé parce que il y a des cas où j'utilise la machine virtuelle de GNS3 pour pouvoir faire des simulations. Donc, pour le moment, ce n'est pas le cas chez vous. Et si vous voyez dans cette partie, on a Virtualization Engine. C'est en fait la liste des hyperviseurs qui nous permettent de pouvoir démarrer la machine virtuelle de GNS3. Donc, en termes d'hyperviseurs qui sont supportés par GNS3, vous avez l'hyperviseur Oracle VirtualBox, vous avez VMware Workstation ou bien VMware Player. Et vous avez la possibilité d'avoir aussi le Hyper-V, qui est un hyperviseur de Microsoft. D'accord? Donc, ici, la machine virtuelle de GNS3, moi, je l'ai appelée GNS3 VM, pour dire machine virtuelle de GNS3, OK. La partie ici, run the virtual machine in headless mode, ça veut dire que quoi? Faites tourner la machine sans qu'elle ne consomme des ressources superflues, d'accord? La deuxième option, allocate vCPU. vCPU, ça veut dire quoi? C'est des processeurs virtuels et de la RAM. Donc, actuellement, ma machine virtuelle GNS3, si elle doit fonctionner, je lui ai attribué 2 processeurs virtuels et puis une mémoire RAM de 8 Go. C'est normal parce que sur ma machine, moi, j'ai jusqu'à 16 Go de RAM, donc je peux donner jusqu'à 8 Go de RAM à ma machine GNS3. Donc, plus vous avez de ressources, plus vous pouvez les allouer à une machine virtuelle sur votre ordinateur. D'accord? Maintenant, ici, Action when closing GNS3. Donc, vous avez 3 possibilités d'action. Keep the GNS3 VM running. Ça veut dire que quoi? Quelle action poser lorsque vous êtes en train de fermer GNS3? Maintenir la machine virtuelle de GNS3 toujours active, c'est ça. Keep the GNS3 VM running. La deuxième option, suspend the GNS3 VM. On a l'option suspend veut dire en fait que quoi? Si la machine virtuelle est en cours de fonctionnement, suspend veut dire en fait mise en veille prolongée. Vous mettez la machine virtuelle en veille prolongée lorsque vous fermez GNS3. Cette option est très avantageuse en ce sens où lorsque vous redémarrez encore GNS3 pour pouvoir allumer sa machine virtuelle, ça ne prend pas de temps. D'accord? Maintenant, la dernière option qui est le stop de GNS3 VM arrête complètement votre machine virtuelle GNS3. Et du coup, lorsque vous voulez la redémarrer, il faut bien attendre que Oracle VirtualBox démarre, ensuite que la machine virtuelle de GNS3 démarre. OK? Donc, après, on va passer à la partie Packet Captures. OK? Dans Packet Capture, vous avez en fait ce menu pour vous permettre de préciser concrètement quel est le programme que vous allez utiliser pour pouvoir faire ce qu'on appelle de intersection de trafic réseau, ou bien en anglais, on parle de network sniffing. OK? Donc, ici, notre logiciel de capture, c'est Wireshark. OK? Et Wireshark, si vous l'avez déjà installé, vous devez avoir cette commande-là ici. Est-ce que vous tous, vous avez cette commande-là? Est-ce que tout le monde a cette commande de Wireshark dans, dans son menu ici, là? Packet Capture Reader Command.
OK? Je vais vous donner une astuce. Regardez ici, là. Je ne sais pas, il y a certains qui ont installé Wireshark aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est la version 32 bits, mais je suis sûr que c'est la version 32 bits que je vous ai copiée. Donc, si c'est la version 32 bits, vous avez vu ce chemin absolu. Si c'est la version 32 bits, vous devez avoir un chemin absolu un peu différent. Ça doit être un programme Files avec x86 dedans. Est-ce que je mens? Moi, j'utilise en fait la version 64 bits de Wireshark. Donc, normalement, si vous êtes avec la version 32 bits dans la partie programme Files, là, ça doit être programme Files suivi de entre parenthèse x86. Est-ce que c'est le cas chez vous? OK. J'espère que tout le monde a cette commande-là qui est bien à sa place. C'est pour dire que démarrons Wireshark à partir du chemin absolu, c'est deux points backslash programme files backslash Wireshark et puis backslash Wireshark.exe. OK? Maintenant, ici, il y a cette case-là qui dit quoi? Automatically start the packet capture application. Ça veut dire que si je coche cette case, lorsque je serai celui qui a le 64 bits, celui qui a le 64 bits qui vient d'envoyer son message là, ce chemin doit être la même chose pour toi. Mais si c'est que vous avez du 32 bits, vous devez alors changer ce chemin-là pour aller à, entre parenthèses, x86 et vous fermez la parenthèse avant le backslash et puis le Wireshark va venir. Bon, actuellement, il y a un ami qui est en train de parler anglais et je vais directement parler un peu anglais. Hi, Blake, how are you? I hope you are enjoying what you are doing online right now. I'm doing good. I kind of don't understand, but I'm enjoying it, you know, practically. Yeah. We are in a full hands-on. We are in a full hands-on practical on how to take control over GNS3 simulator. So that's why I invite you. Oh, okay, that's cool. I'm really enjoying the class. I really love it. You know, it's fully practical and I'm really impressed. Yeah. You know, these are the kind of initiatives we need in Africa. Yeah. Okay. Just give me some minutes to introduce you to my students. Okay, sure, no problem. I will be speaking English. They don't have any issue for understanding what I'm saying. Okay, so I will be speaking English for introducing you to the group. Okay, okay, sure. Thanks. Okay, right now we have been hearing one of my mates who is living in Ghana, and his name is Abu Safian, and he is the CEO and founder of Invetech Global, which is a cybersecurity company established in Ghana. And we have done a lot of business together, and we are still in partnership to have a great cybersecurity community in Africa. So I invite him to see what we are doing in Togo and how we are trying our best to be more practical than whatever is doing in all other schools who are just theoretical courses. So right now, Mr. Blay, as his pseudo name is saying it, is following us on this channel. So Mr. Blay, if you have a word, you can speak to my students. And I told them that if they perform well, we are able to set up maybe a CTF, hash the flag, or maybe, I don't know, even a challenge between Togolese students and some Ghanaian students in basic networking and basic cybersecurity content, something like that. So if you have a word, you can speak to them so that they can be listening to what you are saying. Okay. So
Okay, so thank you all for inviting me to join your training, Mr. Willie. I'm really impressed with the initiatives you are taking. I mean, this is out of the box. You know, everybody is concerned about the theoretical knowledge, but this is a case whereby actually by the close of the day, the hall with something here. Can you hear me? We can hear you now. We can hear you now. Hello. But it seems that you are having a network access issue. Maybe it's going down a little bit. Hello. Ah, ok. Bon, on va continuer en attendant que mon frère du côté du Ghana, là, c'est une connaissance. Il est patron et fondateur d'une compagnie de cybersécurité qui s'appelle Invetech Global. OK? Donc, il va revenir en ligne et on l'espère. Donc, on va continuer en attendant. OK? Donc, regardez ici. Donc, ici, cette commande dit en fait que je dois démarrer Wireshark et puis, si vous voyez ici, il y a un autre programme qui s'appelle SolarWinds Response Time Viewer. Ici, vous n'êtes pas encore concerné par rapport à cela. Je pense qu'il est revenu, mais bon, on va continuer en attendant qu'il ne reprenne le micro. D'accord? Donc, si vous avez cette commande ici, c'est pour vous permettre de pouvoir démarrer Wireshark lorsque nous serons en train de faire des captures sur notre topologie réseau. D'accord? Maintenant, ici, built-in, en fait, c'est des fonctionnalités qui sont déjà prédéfinies dans GNS3. OK? Pour les notions d'interface NAT, ce n'est pas encore à votre niveau, on va y revenir. OK? OK. Pour ces paramètres-là, au niveau de Ethernet Hub, Ethernet Switch, Cloud Nodes, on ne va rien toucher pour le moment. Donc, la partie qui nous concerne actuellement, c'est les VPCS. OK? Les VPCS, en fait, vous avez comme définition de VPCS Virtual PC Simulator. OK? Un instant, je vais afficher mon tableau Paint pour que nous puissions voir des prises de notes. OK? Donc, dans cette partie, je vous disais tout à l'heure que VPCS, pour définition, ça fait Virtual PC VPCS, okay, Virtual PC Simulator. Okay. Donc, ce sont des PC virtuels, d'accord? Ce sont des PC virtuels que nous utilisons, d'accord? C'est des PC virtuels et qui sont en fait basés sur un noyau Linux, d'accord? Ce sont des PC qui sont embarqués dans GNS3 qui vous permettront de faire quoi? Un instant que je change mon stylo. Donc, je disais que ce sont des PC qui vont vous permettre de tester les interconnexions. D'accord? À supposer, par exemple, que je prenne ceci. J'ai mon premier routeur ici, là. D'accord? J'ai mon premier routeur ici. Et je dois faire une liaison vers un PC 1. Et de ce côté, je dois faire une liaison vers un PC 2. D'accord? Donc, pour pouvoir créer cette topologie dans GNS3, je vais avoir besoin de quoi? Je vais avoir besoin de 2 VPCS. D'accord? Donc, ici,
c'est le VPCS1. D'accord? Ici, c'est le VPCS2. OK? Et ces deux machines seront dans mon GNS3 et puis je pourrais faire une interconnexion. Un instant, hein. Ce que nous allons faire, on n'a pas pour le moment besoin de routeur Cisco. On va déjà fermer ici pour pouvoir créer notre premier projet. Donc, dans le premier projet, allez dans File et puis vous faites New Blank Project ou bien vous faites juste le raccourci CTRL-N et là, on va mettre par exemple lab1 pour dire TP1. OK. Donc, on va mettre réseau de 2 PC. D'accord. Réseau de 2 PC. Et puis, vous faites OK. Donc, vous avez remarqué ici que j'ai le quadrillage qui est affiché. Le quadrillage pour lequel nous avons fait un choix de cette option lorsque nous étions dans préférence. Donc, pour les PC, ce que je fais, je clique sur cette barre de menu ici. Donc, quand je clique dessus, j'ai des outils ou bien des machines qui sont disponibles. OK? Donc, j'ai mon PC ici. Le premier VPCS, je peux l'amener ici sur la topologie. OK, je fais OK. D'accord. Je peux amener un deuxième PC ici. Et maintenant, je fais quoi? Je vais prendre ce premier hub là. D'accord? Ethernet Hub, qui est un équipement de la couche, physique du modèle OSI. OK. Donc, pour ce premier équipement que j'ai mis en place, je peux maintenant faire des liaisons grâce à ce symbole-là. D'accord? Add a link. Je clique dessus. Quand je clique sur le PC1, je vais sur le port Ethernet 0. Je peux aller sur le hub. Je choisis Ethernet 1. Depuis le hub, je peux prendre Ethernet 2. J'emmène sur le PC2. Ça fait Ethernet 0. D'accord? Et j'annule maintenant l'option de créer les liens. Maintenant, une fois que nous avons cette topologie qui est créée, vous avez remarqué que les nœuds ici sont en rouge pour le PC1 et puis le PC2. Ça veut dire que les PC1 et 2 ne sont pas encore fonctionnels. Donc, quand les nœuds sont en rouge, vous avez remarqué ici au niveau du tableau Topology Summary, c'est en fait un tableau qui vous donne un sommaire de tout ce que vous avez comme interface sur votre topologie réseau. D'accord? Maintenant, ce qui va se passer avant de démarrer tout, je vais faire des annotations avec ce symbole. D'accord? Cet outil-là, où vous avez un crayon qui est écrit sur une ardoise, je fais Add a Note, je clique dessus Add a Note et je clique dans ma topologie. Je peux commencer à faire des prises de notes. Donc, je vais mettre une adresse IP 192.168.1.1/24. OK? Donc, une fois que j'ai cette adresse IP ici, je sais que l'adresse IP de l'autre côté aussi sera dans le même réseau pour que nous puissions nous pinguer. Au lieu de refaire encore Add a Note, je fais quoi? Je fais clic droit ici et j'ai ce menu-là. Je clique sur Duplicate. Et dans Duplicate, j'ai la même adresse IP. Je peux cliquer maintenant dedans pour effacer le dernier octet qui est 1 et je mets 2 là-bas. C'est juste une annotation. D'accord? Maintenant, si vous êtes en train de faire votre schéma réseau, il faut vérifier à ce que les noms des interfaces soient bien placés et vous avez la possibilité aussi d'aligner les symboles sur votre topologie en sélectionnant tout. Vous faites clic droit et vous faites Align Horizontally. Et vous allez voir que GNS3 va vous aligner les icônes là sur une même ligne. Vous avez la possibilité d'aligner les PC aussi sur la verticale. Les gens demandent de reprendre là. Qu'est-ce que vous voulez que je reprenne? D'accord? Ce que vous voulez que je reprenne là, mettez ça en message pour que je puisse après reprendre. D'accord? Donc, une fois que cette topologie est faite, nous pouvons tout démarrer avec ce bouton qui est ici, le bouton Play. D'accord? Le bouton Play qui est ici. Lorsque vous cliquez dessus, vous démarrez en fait tous les équipements qui sont sur la topologie. Vous pouvez aussi aller un à un en faisant clic droit sur chacun des symboles et faire Start. Vous cliquez encore sur un autre symbole, vous faites Start.
Donc maintenant, quand vous faites Start, vous avez les points verts. D'accord. Vous avez les points verts. Ceux qui n'ont pas suivi la présentation depuis le début, je vous rappelle que cette séance est en enregistrement, quoi. D'accord? On est en train d'enregistrer et puis à la fin, vous pouvez prendre l'enregistrement sur YouTube, etc. Donc, une fois que vous avez pu créer ces choses-là, on peut aller à la ligne de commande du PC en faisant juste clic droit et vous choisissez l'option console. D'accord? Pour console, on va patienter que la console du PC1 se charge. Et voilà, j'ai la console de mon PC1 qui est là. Pour le PC2 aussi, je peux faire encore console. D'accord? Et j'aurai mes deux consoles qui sont disponibles. D'accord? Donc, si vous voyez bien, j'ai accès au PC1 et en haut, ici, on m'a mis Purdy. Ici, on m'a mis Purdy. OK? Ça veut dire que les PC1 sont là sur mon système, mais le programme qui me permet d'accéder à distance à l'interface ligne de commande de ces PC-là, c'est le programme Purdy. OK? Donc, ce qu'on va faire, je peux directement passer à la configuration, mais ce qui va se passer pour pouvoir trouver les options de commande qui sont disponibles pour le PC1 et puis pour le PC2, il suffit de faire point d'interrogation ici pour voir toutes les commandes qui sont disponibles pour la configuration et les tests d'interconnexion dans PC1 et dans PC2. Je peux faire la même chose aussi dans PC2. Okay. C'est bon? Donc, actuellement, comme il s'agit de configurer l'adresse IP du PC1, ce qu'on va faire, c'est de faire quoi? C'est de faire IP. Je clique d'abord dans la fenêtre du PC1. Je fais IP. Et maintenant, comme j'ai la commande IP ici, je ne connais pas les options que je dois ajouter à la commande IP parce qu'il ne faut pas les apprendre par cœur. À force de faire des pratiques, vous allez pouvoir maîtriser ça de bout en bout. Donc, vous faites IP, point d'interrogation, et vous allez voir les options de la commande IP. Donc, l'option qui nous intéresse ici, c'est ça. IP espace adresse, après le masque, après vous avez le gateway. Vous avez la possibilité aussi de faire ici IP espace address, espace gateway, espace masque. OK? Donc, pour la partie DHCP, en fait, c'est un protocole qui permet d'obtenir automatiquement une adresse IP venant d'un serveur qu'on appelle le serveur DHCP. On va en venir plus loin. D'accord? Donc, pour le moment, on va configurer l'adresse IP du PC1. Donc, IP espace 192.168.1. D'accord? Et maintenant, le masque, vous pouvez le mettre comme ça. 255.255.255.0. Pour le moment, vous n'avez pas besoin de gateway. Gateway, en fait, ça veut dire passerelle réseau. Donc, je fais entrer. Quand vous faites entrer, vous allez remarquer que ici, il fait check for duplicate address. Pourquoi check for duplicate address? C'est que le système en soi est en train de vérifier pour voir si dans votre topologie GNS3, vous n'avez pas déjà configuré une machine qui a pour adresse IP 192.168.1.1. D'accord? Maintenant, on va configurer pour le PC2 aussi. IP 192.168.1.2 espace 255.255.255.0. Lui aussi, il va vérifier s'il n'y a pas un doublon d'adresse IP sur le réseau. Il a vérifié, il n'en a pas. Donc, il a accepté quoi? Et pourquoi il dit que le PC1 a pour adresse IP? Bon, je peux prendre une autre adresse IP. Hein. Je peux dire IP, par exemple, 3. Un instant. Hein.
Quand vous configurez l'adresse IP, vous pouvez afficher ça avec la commande show IP. D'accord. Donc, une fois que les adresses IP sont configurées, on va voir ici show IP. Donc, ça a bel et bien pris. Donc, on va refaire quoi? On va redonner l'ancienne adresse IP. Donc, si vous remarquez en bas ici, il met quoi? PC1, 192.168.1.2. En fait, il est en train d'exécuter déjà ce qu'on a vu en classe, le protocole ARP. Il est en train d'informer le PC1 que j'ai cette adresse IP. Donc, ce qui va se passer, nous allons faire la commande ping, d'accord, pour tester l'interconnexion du PC1 jusqu'au PC2. Okay? On va faire ceci, clic droit sur cette liaison et puis faire Start Capture. Et je vais faire OK pour démarrer Wireshark. Bon, à mon niveau, Wireshark est en train de démarrer pour pouvoir intercepter le trafic réseau. D'accord. Actuellement, j'ai mon Wireshark qui est là. Et pour le moment, Wireshark ne dit rien parce que je n'ai pas encore effectué de test d'interconnexion. Donc, je suis sur le PC1. Ce que je vais faire, c'est de faire ping vers l'adresse IP du PC 268.1.2. Et oui, regardez bien, quand j'ai fait le ping du PC1 vers le PC2, regardez, les réponses sont passées en même temps. Hein. Mais regardez ce qui se passe. On va agrandir notre fenêtre Wireshark et on va étudier concrètement ce qui se passe. J'ai parlé du protocole ARP en classe et voici ce qui se passe. J'ai fait un ping premièrement. D'accord. J'ai fait un ping premièrement et au lieu que le protocole ICMP soit enclenché, j'ai premièrement quoi? Le protocole ARP qui est enclenché. Et je disais la fois passée que dans l'exécution du protocole ARP, il y a quelqu'un qui va poser la question premièrement. Qui est-ce qui possède l'adresse IP 192.168.1.2? Who has the IP address 192.168.1.2? Et qui est-ce qui pose la question? C'est 192.168.1.1. Donc, ça veut dire que c'est la machine 192.168.1.1 qui cherche à connaître l'adresse MAC de la machine 192.168.1.2. D'accord? Et ce premier message ARP, c'est ça qu'on appelle le ARP request ou bien la requête ARP. OK? Donc, si on remarque bien, pour cette requête ARP, voici ce qui va se passer. Vous, là où il y a la sélection bleue, c'est le paquet qui est sélectionné actuellement. Donc, ce qui va se passer, je vais faire quoi? Je vais dupliquer sur cette capture-là pour que nous puissions analyser ensemble son contenu. D'accord? Les symboles plus ici, frame 1, Ethernet 2. Je vais agrandir cette fenêtre-là. Address Resolution Protocol. Ethernet 2, c'est bon. Et regardez quelque chose. En haut, ici, c'est les informations qui concernent la trame Ethernet tout entière. On ne va pas rentrer dans les détails là-bas par rapport aux structures là. Vous allez les comprendre encore plus loin dans le cours. Donc, c'est la partie Ethernet 2 qui nous concerne. Regardez, je vous ai toujours dit en classe que dans une trame Ethernet, il y a l'adresse MAC de destination qui vient toujours avant l'adresse MAC source. D'accord? Et l'adresse MAC de destination ici, c'est FFFFFFF. Cette adresse MAC indique toutes les machines de votre réseau local. Donc, le PC1 a envoyé la requête ARP vers toutes les machines du réseau. OK? Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici?
La source de ce message ARP, c'est a pour adresse MAC source 005079666800. Donc, cette adresse MAC, en réalité, c'est l'adresse MAC du PC1. Comment est-ce que je peux faire pour trouver l'adresse MAC du PC1? Regardez ici. Je suis à la ligne de commande du PC1. Donc, regardez, l'adresse MAC du PC1 ici, 005079666800. D'accord? Et regardez, cette même adresse MAC est ici. Donc, ça veut dire concrètement que cette requête ARP a été envoyée par le PC1. D'où ici, Address Resolution Protocol. Et entre parenthèses, on a mis Request. D'accord? Et regardez, si je développe cette fenêtre, vous allez voir. Vous allez voir que Sender MAC Address, c'est l'adresse MAC du PC1. OK? Et maintenant, Sender IP Address, c'est l'adresse IP du PC1. Target MAC Address pour la requête ARP, c'est une adresse MAC de diffusion, c'est-à-dire ce message est envoyé vers tout le monde. Et maintenant, Target IP Address, on cherche à découvrir qui est-ce qui a l'adresse IP 192.168.1.1. OK, je ferme cette fenêtre de trame. Je prends le deuxième message ARP, je duplique dessus, on va analyser ça ensemble. D'accord? Si vous voyez en bas ici, destination, ça dit que cette réponse est envoyée vers qui? Vers le PC1. On revient pour voir. Regardez l'adresse MAC destination de la réponse. Ça veut dire que c'est une réponse qui quitte le PC2 pour venir au PC1. D'accord? Donc, on regarde bien et puis on trouve que l'adresse MAC qui est l'adresse MAC de destination pour ce message qui est une réponse ARP est l'adresse MAC du PC1. D'accord? Donc, qui est-ce qui envoie le message actuellement? Hein? C'est celui qui envoie le message actuellement a pour adresse MAC 0050 79 66 68 01. On va vérifier tout ça, par exemple, sur le PC2. Donc, regardez pour le PC2, son adresse MAC est là. Ça veut dire que la réponse ARP ou bien le message ARP reply a été envoyé à partir du PC2. Et regardez la partie ici de ce message. Sender IP address, c'est 192.168.1.2. Donc, la couche réseau confirme que l'adresse IP du message ARP reply vient de la machine 2 et ce message est destiné à la machine 192.168.1.1. Bon, je pense que c'est bon pour cette partie. Maintenant, après ça, nous avons quoi? Les pings qui sont passés de bout en bout. Et j'ai dit en classe que quand on exécute la commande ping, en fait, on exécute un protocole qu'on appelle ICMP. ICMP pour Internet Control Message Protocol. OK? Et c'est ce protocole qui nous permet de tester l'interconnexion dans un réseau. Les messages ICMP sont toujours de deux types. On a le ICMP request et puis le ICMP reply. Nous allons compter dans cette suite de paquets capturés le nombre de requests. On a 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? On a 5 requests. On va vérifier le nombre de replies. 1, 2, 3, 4, 5 replies. OK? Et regardez ici. J'ai quelque chose à vous dire ici. On a le champ TTL. D'accord? Un instant, je vais afficher mon tableau blanc. D'accord? On a le champ TTL. Donc, quand vous configurez un réseau ou bien vous êtes en train de faire des configs réseau, voici ce qui se passe. Donc, TTL, en fait, veut dire
TTL veut dire en fait time to live. D'accord? En fait, si vous voyez dans nos captures ici, quand on voit dans nos captures ici, il y a le TTL qui est égal à 64. D'accord? Donc, TTL égale à 64, ça veut dire que quoi? La machine, hein, ça veut dire que la machine distante, d'accord, en anglais qu'on appelle target machine, a pour système d'exploitation un Linux. D'accord? Quand vous faites un ping et que le TTL qui vous revient est 128, ça veut dire que le target machine, la machine vers laquelle vous envoyez les pings, est une machine Windows. D'accord? Si vous avez deux téléphones Android et que vous faites le ping entre vous, vous allez remarquer que vos TTL sont à 64. Ça veut dire que vos téléphones Android ont un noyau Linux à l'intérieur. D'accord? Ça, c'est des trucs à noter parce que quand vous serez, par exemple, dans des cours de cybersécurité, vous aurez besoin de cette connaissance-là pour savoir à partir du TTL si c'est une machine Linux ou bien si c'est une machine Windows. D'accord? Les gens sont en retard dans cette séance. Hein. Ils viennent joindre le truc jusqu'à 22 heures. Oh, bon, il n'y a pas de souci. J'ai fini pour cette partie d'aujourd'hui. Si vous êtes toujours prêts, on peut encore booster vers l'avant demain. D'accord? Bon, je vais maintenant m'arrêter pour que les gens puissent poser des questions, etc. Ok. Bon, je vous écoute, hein. Je vous écoute pour vos questions. Vous pouvez activer votre microphone pour poser des questions. Si quelqu'un veut poser une question, qu'il lève la main et puis, bon, on va lui donner le truc, quoi. Je vous écoute. Philippe, tu peux, si quelqu'un veut parler, il n'a qu'à activer son microphone pour poser la question et puis je vais répondre. OK, vas-y. Nathan, on t'écoute. Bon, je vais passer la main à Philippe. D'accord? Philippe, tu peux activer ton microphone pour intervenir. Allez, vas-y. On t'écoute, Philippe.
OK, si quelqu'un d'autre veut poser les questions, on l'écoute. Si les femmes sont là, parlez vite parce que il se fait tard. Je dois raccrocher, répondre à quelques questions et puis on se voit demain dans la soirée si vous êtes chaud. Non, on ne t'entendait pas. On ne t'entendait pas.